Brigitte Müller. Quand les gendarmes sont arrivés chez elle, elle baignait dans une mare de sang. Elle était couchée devant le train électrique de ses enfants, le visage emporté par un coup de feu. À ses pieds, un revolver. Sur l'arme, pas d'empreinte. Sur elle, pas de traces de poudre, ou à peine. Sur le sol, pas de traces de pas. Alors, suicide ou crime? Brigitte Müller s'est-elle donné la mort alors que son fils dormait à l'étage? Ou a-t-elle été tuée par son mari, un médecin légiste qui avait consacré sa thèse aux blessures par balle? Il a fallu 14 ans, des dizaines d'expertises et 3 procès pour donner enfin une issue judiciaire au mystère Müller. Inter 13, Patrick Boyer. Suicide ou crime parfait? À Nancy, devant les assises de Meurthe-et-Moselle, le docteur Müller va être jugé pour la 3e fois pour la mort de sa femme. S'est-elle donné la mort avec le 357 Magnum de son époux il y a maintenant presque 14 ans, ou un crime passionnel aurait-il été maquillé en suicide? Un 3e jugement, c'est très rare, alors de nombreux journalistes sont présents. Suicide. Après 2 condamnations, c'est le procès de la dernière chance pour Jean-Louis Müller. À ses côtés, maître Éric Dupond-Moretti. Face à lui, la famille de Brigitte Müller et ses conseils, Michael Vaquez et Marc Vial. L'audience va durer 9 jours. 9 jours à analyser ce qui s'est passé à Ingwiller 14 ans plus tôt. Le seul témoin de cette soirée, c'est l'homme dans le box des accusés. On a été informé d'un fait brutal. On nous parle d'une mort par arme à feu au domicile de M. Müller, qui est un médecin légiste de Ingwiller. Une mort par arme à feu. Le docteur Müller précise que sa femme s'est suicidée dans la cave pendant qu'il regardait la télé. Les gendarmes foncent aussitôt sur place. Le médecin les conduit au sous-sol. Le corps de sa femme gît dans la salle de jeu des enfants. Au départ, on ne la voit pas. Elle est allongée derrière une table, c'est pas vraiment un recoin, mais c'est dans le fond de la pièce et c'est un peu caché par une table. Brigitte Müller est couchée à côté d'une grande table sur laquelle est installé un train électrique. Elle baigne dans le sang. Une partie de son visage a été arrachée par le coup de feu. Elle était allongée sur le dos, la main droite, il me semble, derrière le dos. Une grande partie de la boîte crânienne était explosée. Et donc tout ce qui était matière organique, tout ce qui était cervelle était réparti dans l'ensemble de la pièce. Il y en avait un peu au plafond, par terre, sur la table qui était devant elle, un peu partout. Le sous-sol est maculé de sang. Mais une seule balle a suffi pour tuer Brigitte Müller. Les gendarmes retrouvent l'impact dans le mur, à gauche du corps. Et à ses pieds, un revolver de calibre 357 Magnum. Une arme que le docteur Müller connaît bien, c'est la sienne. Il semble abattu, il semble un peu désemparé, mais bon, maître de lui. Maître de lui. Car Jean-Louis Müller connaît bien ces situations de mort violente. Il est médecin généraliste, mais aussi expert légiste. C'est à lui
que les gendarmes font appel dans ces cas-là. Moi, personnellement, je l'ai côtoyé peut-être 3-4 fois avant ces faits. À l'étage, les gendarmes font une découverte étrange. Devant la photo de mariage du couple, un emballage de bonbons est planté avec un couteau sur une planchette en bois. Sur le papier, des mots imprimés « Ciao, ciao, ciao ». Brigitte a-t-elle découpé ce papier en guise d'adieu? Au sous-sol, les gendarmes ne constatent aucune trace de lutte. Mais ils réalisent tout de même un contrôle de routine. Des tamponnements sont réalisés sur les 2 personnes présentes à ce moment-là, donc M. Muller et le cadavre de sa femme, pour déterminer lequel des 2 a été exposé à la poudre ou était très proche de l'endroit où le coup a été tiré, quoi. La mort brutale de cette femme de 42 ans, mère de 2 enfants, ne passe pas inaperçue dans la petite ville alsacienne d'Ingwiller. Mon mari me téléphone. T'as vu Brigitte ce matin? Ben non. Alors il me dit, tu la verras plus, elle s'est suicidée. C'était le truc qui courait. Et j'ai pris le train suivant pour rentrer. Hein. Je ne pouvais rien faire. J'étais dans un état, je ne pouvais rien faire. Tellement c'était dur. Les enquêteurs convoquent le docteur Muller à la gendarmerie pour compléter leur dossier. Ils veulent des précisions sur la soirée de la veille, le 8 novembre 1999. Le médecin leur raconte qu'il a dîné avec Brigitte et leur plus jeune fils de 8 ans vers 19h30. Brigitte a ensuite couché Alexandre, puis elle a dressé la table du petit déjeuner. Après s'être mise en pyjama, le docteur Muller s'est installé devant la télé. Il était environ 20h50. Sa femme, explique-t-il, lui a annoncé qu'elle allait chercher leur fils aîné qui était à la piscine. Le film venait de commencer quand Jean-Louis Muller a entendu un gros bruit qui venait du garage. Il s'est précipité au sous-sol, suivi de son chien César. Au fond de la pièce, derrière le train électrique, il a vu le corps de Brigitte. À 21h24, il a prévenu les gendarmes que sa femme venait de se suicider. Quelques minutes plus tard, il a appelé l'un de ses confrères, le docteur Michel, qui vit dans la même rue, puis sa mère, qui habite juste à côté. Arrivé à 21h30, le docteur Michel n'a pu que constater le décès de sa voisine. « 20 minutes plus tard, les gendarmes sonnaient chez le médecin pour découvrir le corps de Brigitte. Et à ses pieds, le revolver de Jean-Louis Muller. C'est une arme de gros calibre d'ailleurs, qu'il détient régulièrement, qui fait partie du club de tir à Ingwiller. Le médecin explique que Brigitte n'allait pas bien ces derniers mois. Elle avait été victime d'un accident de cheval. Son mari lui avait même prescrit des antidépresseurs. Madame Muller avait pas mal de problèmes psychologiques depuis certains temps parce qu'elle a eu une grave chute de cheval quelques années auparavant et elle en a beaucoup souffert. Un coup de sabot en plein visage. Brigitte Muller n'était pas défigurée, mais elle souffrait le martyre.
Elle prenait des médicaments extrêmement lourds, même à base de morphine, etc., compte tenu de la douleur qu'elle pouvait avoir. Elle avait des maux de tête épouvantables, elle n'était pas bien, elle pleurait beaucoup. Là, elle avait énormément changé. Elle était très triste, on le voyait, et surtout, il y avait une grande souffrance parce qu'elle a eu des opérations terribles de la mâchoire et je sais pas. Le corps est conduit à l'Institut médico-légal. Selon les médecins légistes, Brigitte Müller est morte d'un coup de feu à bout portant, c'est-à-dire à une distance très proche de la tête. Ce qui est normal en cas de suicide. Ce qui l'est moins, ce sont les résultats des tamponnements sur les mains. Ni Madame Müller, ni Monsieur Müller ne présentent de traces de poudre. L'expert n'a trouvé sur les tamponnements ni de l'un ni de l'autre des traces de poudre. Bizarre. Si Brigitte Müller s'est suicidée, on aurait dû retrouver des résidus de poudre sur ses mains. Mais l'expert a une explication. L'humidité de la cave a pu altérer la qualité des tamponnements. Quant à Jean-Louis Müller, l'expert est formel, ses mains ne comportent aucun résidu de poudre. Et il conclut, il n'est pas exclu que Madame Müller ait tiré. Monsieur Müller n'a pas tiré. Ça nous oriente quand même vers un suicide, vers la version que nous avait donnée M. Müller, en disant qu'il n'était pas présent, qu'il était à l'étage et que c'est elle seule qui était dans la cave au moment du coup de feu. Le procureur de Saverne classe l'affaire et autorise l'inhumation de Brigitte Müller. Son corps est incinéré quelques jours plus tard. Maître Vial, vous êtes l'avocat des parents et des frères de Brigitte Müller. 3 mois après la mort de Brigitte Müller, l'affaire est classée sans suite, ce qui choque, je crois, profondément vos clients. La maman de Brigitte n'a jamais cru un seul instant que sa fille ait pu se suicider. Elle était la confidente de Brigitte, elle se voyait quasiment tous les jours. Brigitte était vraiment une jeune femme pleine de vitalité, espiègle, enjouée, heureuse de vivre. Donc évidemment, pour la maman, c'était totalement impensable, mais impensable que Brigitte ait pu se suicider. D'après vos clients, Brigitte Müller savait-elle où l'arme était rangée? Non, alors ce que mes clients savent d'une façon absolue, c'est que Brigitte avait une sainte horreur des armes à feu. Après, elle n'en avait jamais manipulé elle-même? Jamais. Elle n'avait jamais tiré? Jamais. Et il faut savoir quand même que l'arme en question, c'est un revolver 357 Magnum, qui était dans une mallette, à quel endroit, je n'en sais rien, et que cette arme était protégée par un verrou de ponté, c'est-à-dire un dispositif qui verrouille le dispositif pour tirer. Donc si vous ne connaissez pas le mécanisme déjà de démontage de ce verrou de ponté, si vous ne savez pas non plus comment manipuler une arme, je vais dire, on peut s'étonner que Brigitte, effectivement, ait utilisé un tel moyen pour mettre fin à ses jours. C'est impensable. Et ce petit mot, ciao, ciao, ciao? Ça, j'allais dire, c'est la petite mise en scène à laquelle se serait livrée Brigitte pour expliquer à ses enfants qu'elle allait les quitter. Moi, je dirais, c'est inimaginable. Pourquoi elle n'aurait pas pu partir sans laisser une explication, laisser une lettre d'explication à ses enfants? Elle adorait ses enfants. C'était une littéraire. Elle envoyait des lettres à toutes ses amies, elle correspondait, elle envoyait des poèmes. On n'imagine même pas un seul instant que Brigitte aille dépioter un Kinder Surprise pour le clouer sur une planchette à saucisson comme dernier message d'amour à ses enfants. C'est inimaginable. Madeleine Simoncello, à l'époque, vous êtes procureure à Saverne. Vous avez reçu la famille de Brigitte Müller. Comment s'est passé cet entretien? Il ne croyait pas au suicide.
Ils étaient tous les deux, je dirais, très, très peinés par la mort de leur fille, mais en aucun cas, ils n'accusaient le docteur Muller. Simplement, ils voulaient qu'on fasse la lumière sur les circonstances de la mort de leur fille. Et ils vous ont convaincu? J'ai repris le dossier, je l'ai relu, et là, je veux dire, il y a un élément qui m'a un petit peu intriguée. Le docteur Muller avait dit aux enquêteurs que dans la soirée, il avait eu cette discussion un câline puis animée avec son épouse, et que pour mettre un terme à cette discussion, il s'était mis en pyjama. Et quand je relis le dossier, personne, ce soir-là, ne l'a vu en pyjama. Ni son associé, le docteur Michel, ni les gendarmes ne l'ont vu en pyjama. Et c'est là où je me dis... la mort d'une jeune femme de 42 ans, une mère de famille, je crois qu'il faut quand même aller un peu plus loin et rechercher, peut-être éclaircir les circonstances. Même si on aboutit quand même à dire que c'est un suicide, il faut aller un peu plus loin dans les investigations. Et c'est pour cela que j'ouvre une information pour recherche des causes de la mort. Un juge d'instruction est nommé. Il confie l'enquête à la police judiciaire de Metz, qui se penche tout de suite sur le profil de Brigitte Muller. C'est vrai qu'elle était une personne gaie, gentille, sympathique, souriante. Elle aimait blaguer, elle aimait l'humour, elle reprenait au bon les choses qui étaient lancées, les choses qui font la vie. Et donc on rigolait de tout ça autour d'un verre de vin blanc, de fendant, parce qu'elle aimait beaucoup le fendant. Et puis voilà. Brigitte Muller était documentaliste dans une université de Strasbourg. C'était une femme sensible qui aimait la littérature, l'art et la poésie, un peu fleur bleue, disent ses amis. Tout le contraire de son mari Jean-Louis. Jean-Louis, malgré des études de médecine, avait toujours gardé quelque chose d'un peu lourd. Je ne dirais pas rustre, c'est pas rustre, c'est un peu lourd. Et c'était compensé totalement par la légèreté de Brigitte. Jean-Louis était plutôt, c'était plutôt un bulldozer qu'une voiture de luxe, quoi. Et surtout, les proches de Brigitte Muller sont unanimes. Malgré son accident de cheval, elle reprenait goût à la vie. Ça allait beaucoup mieux et elle avait de nouveau envie de faire des choses. Et donc, il y avait de nouveau ce côté positif qui a toujours été un peu sa marque de fabrique, quoi. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était en général toujours positive. Alors dire qu'elle était suicidaire, alors là, certainement pas. Je me souviens un jour, en prenant le train, elle me dit « Madame Landon, ne vous faites plus tellement de soucis pour moi. Je vais bien, je remonte la pente. Je vous le raconterai bientôt. » Elle n'a jamais pu me raconter. À la suite de son accident de cheval, Brigitte Muller avait consulté un psychiatre à 5 reprises. Mais elle remontait la pente. C'est ce que son médecin a déclaré à l'expert, désigné par le juge. Le confrère n'avait absolument envisagé à aucun moment une dépression. Il parlait de difficultés existentielles. Il n'avait rien prescrit et au contraire, il avait conseillé à Madame Muller de commencer à diminuer la posologie de l'antidépresseur que son mari, lui avait prescrit. L'expert psychiatre a la même intuition que la famille de Brigitte. À partir du moment où il n'y a pas de trouble dépressif au sens médical, mon sentiment clinique, mon intime conviction clinique a finalement été que Madame Muller ne s'était pas suicidée. L'enquête de la police se tourne naturellement vers Jean-Louis Muller. Car il y a un doute sur la tenue qu'il portait ce soir-là. Vêtements de ville ou pyjama? En clair, Jean-Louis Muller s'est-il changé? La question reste sans réponse. Les gendarmes qui sont intervenus le soir du drame n'ont pas réalisé toutes les investigations habituelles. Il n'y a pas, par exemple, de perquisition qui est faite au domicile du docteur Muller. Il n'y a pas de perquisition qui est faite au domicile de sa mère, qui habite juste à côté.
Il n'y a pas de prise de vue qui est faite du docteur Muller. Ses vêtements ne sont pas saisis non plus. On peut dire que les gendarmes arrivent chez le docteur Muller avec les deux doigts sur la couture du pantalon. Hein. C'est des gens qui se connaissent, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, donc il y a des liens professionnels. Il y a un certain respect de la gendarmerie à l'égard de Jean-Louis Muller, parce que c'est le docteur Jean-Louis Muller qui intervient aux côtés de la gendarmerie habituellement. Pour compléter l'enquête, le juge réclame de nouvelles expertises, l'analyse du revolver et des munitions. Il espère y découvrir des empreintes digitales, ce qui résoudrait l'énigme, on saurait qui a tiré avec l'arme. Il est loin d'imaginer les conclusions de l'examen. Il y a un énorme souci, on ne trouve aucune empreinte. Si Brigitte Houdy avait utilisé cette arme, si elle s'était suicidée avec ce revolver, on aurait pu retrouver ses empreintes. Or, cette arme est propre comme un sous-neuf. Pas la moindre empreinte, même partielle, sur le revolver et les munitions. L'expert les a pourtant examinées sous toutes les coutures. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'empreinte. On pense tout de suite que l'arme, normalement, devrait porter des traces, même si les traces en question n'étaient pas exploitables. L'expert émet alors deux hypothèses. Cette arme peut avoir été essuyée. Également, la personne qui a tenu cette arme pouvait avoir éventuellement les mains protégées, hein. Des gants pour aller plus vite. Mais Brigitte Muller ne portait pas de gants. Dominique, sur la scène de crime, il y a des incohérences qu'ont relevées les experts en balistique. C'est l'expertise du LIPS, le laboratoire de police scientifique de Lille, qui va travailler à partir de l'arme, des munitions, du rapport d'autopsie et des photos qui ont été réalisées dans la pièce où on a retrouvé le corps de Brigitte Muller. Donc, le corps, il est tombé ici, là. Madame Muller est tombée sur le dos, la main droite légèrement sous sa fesse, les pieds tournés vers la table sur laquelle se trouve le fameux train électrique. Deuxième élément, il y a des projections de sang sur le sol, sur les murs, au plafond et sur la table. Troisième chose, les gendarmes vont retrouver la balle de 357 Magnum ici, à 1,17 m du sol. Dernière chose, la distance de tir est évaluée à 1 cm. C'est-à-dire que l'arme se trouvait à 1 cm de la tête de Madame Muller. L'arme, c'est celle-ci, c'est exactement ce modèle-là. C'est un Ruger 357 Magnum. C'est un modèle GP100. Et on le trouve où, ce revolver ? Eh ben, c'est le premier élément troublant, Frédéric. Les experts disent que si elle s'était tiré une balle dans la tête avec ce revolver et qu'elle l'avait laissé tomber ensuite, l'arme aurait été propulsée vers sa droite, donc dans ce secteur-là de la pièce. Or, on retrouve l'arme à ses pieds, et ça, les experts ne se l'expliquent pas. Deuxième élément troublant, la balle a traversé la tête de Madame Muller selon une trajectoire presque horizontale, mais pas complètement. C'est-à-dire que la balle est allée du bas vers le haut et de l'avant vers l'arrière. Ça veut dire que si elle s'est suicidée, elle tenait l'arme comme ça. Pour information, cette arme, elle pèse 1,6 kg. Et quand on tient l'arme comme ça veut dire qu'il faut vraiment se tordre le poignet pour pouvoir appuyer sur la queue de détente 5,5 kg de pression. C'est pas quelque chose d'évident pour une femme d'1,61 m, plutôt frêle. Troisième élément troublant, le barillet de l'arme. Regardez bien. Ça, c'est la cartouche, celle-ci, qui a tué Madame Muller. Elle est percutée, on le voit parce qu'elle a un poinçon à l'intérieur. La balle suivante, celle-ci, et puis celle d'après, ne sont pas percutées. Mais ces deux-là, oui. Les deux dernières donc, sont déjà percutées. Vous le voyez, elles ont le poinçon. Comment peut-on aussi peu connaître les armes et charger une arme avec des munitions déjà percutées? Ça va dans le sens de l'hypothèse du suicide. Madame Muller ne connaît rien aux armes et elle va charger de façon erratique ce revolver avec des munitions percutées et des munitions non percutées. Mais le laboratoire de Lille a une autre hypothèse, c'est que peut-être cette arme, elle a été intentionnellement mal chargée par quelqu'un qui connaît bien les armes
pour faire croire que c'était Madame Muller, novice des armes, qui avait chargé le 357 Magnum. Et puis, dernier élément, et qui va peser le plus, c'est que le LIPS, le laboratoire de Lille, va reprendre les tamponnements qui avaient été effectués le soir du drame sur les mains de Madame Muller et sur les mains et le visage de son mari, le docteur Muller. Le premier rapport ne trouvait aucune trace de résidus de tir sur le docteur Muller. Là, cette fois-ci, le LIPS va dire très peu de traces de résidus de tir sur la main droite de Madame Muller. En revanche, présence de nombreux résidus de tir sur les mains et sur le visage du docteur Muller. Ma conclusion, si le docteur Muller n'a pas tiré avec l'arme, il a au moins manipulé l'arme. Ce rapport, en fait, il contredit le premier. Alors, pour faire la part des choses, qu'est-ce qu'il décide, le juge d'instruction? Demander un troisième rapport à un labo allemand prestigieux qui s'appelle le BKA, c'est le Bundeskriminalamt. Et ce labo allemand confirme les expertises du LIPS de Lille et dit très peu de résidus de tir sur les mains de Madame Muller, de nombreuses particules, résidus de tir sur le visage et sur les mains du docteur Muller. À ce stade de l'enquête, le docteur Muller est clairement soupçonné d'avoir tué sa femme. Mais avait-il un mobile pour le faire? C'est ce que les policiers cherchent maintenant. Jean-Louis Muller est un enfant du pays, le fils d'un médecin d'Ingwiller. Enfant, il était dans la classe de Marie-Claire Lano, c'était son institutrice. C'était un petit garçon. Dans la classe, il était discipliné, obéissant, sage. Mais en cours de récréation, c'était lui le chef, hein. Toujours. C'était toujours lui qui commandait tous les autres petits garçons et il le suivait aveuglément. C'est sur les bancs de cette école que Jean-Louis a croisé Brigitte. Elle venait le matin et elle me tendait la main. Elle disait « Bonjour maîtresse, ça va? Vous êtes en forme ?» Et moi je disais « Oui, et toi Brigitte ?»« Aussi, alors on y va ?» C'était une petite élève appliquée, sérieuse, enfin l'enfant, l'élève dont tout le monde rêve. Brigitte retrouve Jean-Louis quelques années plus tard. L'étudiant en médecine est séduit par cette jolie femme souriante. Le couple se marie en 84 et s'installe à Ingwiller, juste à côté de la maison des parents de Jean-Louis. Une proximité que Brigitte finit par trouver pesante et dont elle s'ouvre à son psychiatre. Très rapidement, Madame Muller avait fait part de ses difficultés, aussi bien conjugales qu'avec la famille de son mari. Elle avait toujours eu des difficultés avec sa belle-mère, dont elle estimait qu'elle l'avait constamment rejetée. La maman de Jean-Louis a dit « Nous ne l'avons pas voulu, ni moi, ni mon mari, nous n'en voulions pas. » Elle l'a clairement dit, le mot « nous n'en voulions pas ». Mais Brigitte fait front. Ce qui compte pour elle, ce sont leurs deux fils, de 8 et 13 ans. Brigitte aimait passionnément ses enfants. Et même, je lui disais parfois, Brigitte, je trouve que tu les aimes trop, il faut pas tellement t'attacher, n'oublie pas, toi aussi, t'es partie de chez toi pour te marier, Jean-Louis aussi, nous aussi, tout le monde fait sa vie. Tu peux pas rester éternellement, être attaché de cette façon à tes enfants. De son côté, Jean-Louis Muller est un passionné d'armes à feu. Lieutenant-colonel de réserve, il s'entraîne régulièrement au club de tir d'Ingwiller. C'était un spécialiste des armes, il a 7 armes à feu à la maison, il fait du ball-trap, il fait du tir sportif. Il est attiré par la chose militaire et sa thèse de médecine, d'ailleurs, porte sur la balistique, sur les tirs d'armes à feu. On sait qu'il a j'ai pas envie de dire la gâchette facile, mais on sait en tout cas que c'est personne impulsive, qui peut vite sortir de ses gonds.
un homme colérique. Les policiers apprennent que le docteur Muller a déjà eu des problèmes avec son ancien associé. Un an avant la mort de Brigitte, ce médecin a voulu mettre un terme à leur coopération, mais la séparation du cabinet s'est très mal passée. Quand j'ai commencé à vouloir la moitié du matériel, la moitié, et c'est ce qui me revenait, hein, la moitié des dossiers, là, il a commencé à être méchant. Il m'a traité de salope ou fiasse, des gros mots, hein. Il faisait des doigts d'honneur dès qu'il me voyait, derrière le dos de la secrétaire. Enfin, c'était invivable. Il claquait les portes quand j'avais consultation. Il faisait du bruit exprès que je pouvais pas me concentrer quand j'avais ma consultation. C'était vraiment impossible à vivre. Très vite, le conflit entre les deux médecins a dégénéré. Il m'a menacé avec une arme. Il m'a pas vraiment visé, mais il m'a menacé avec. Il a dit, si tu touches encore au dossier, je te flingue. J'ai eu extrêmement peur. C'est pour ça que je suis allée à la gendarmerie, je crois, le jour d'après. Et ce n'est pas le seul moment de violence que les policiers découvrent dans la vie de Jean-Louis Muller. Plus jeune, il avait eu des problèmes avec son propre père. On sait que Jean-Louis Muller a eu des différends déjà avec son papa, qui était lui-même médecin. La cession de clientèle s'est très mal passée. On sait que son papa est venu avec une arme menacer son propre fils, c'est-à-dire Jean-Louis Muller. Le père reprochait à Jean-Louis Muller de ne pas l'avoir payé ou intégralement. Il avait reproché des problèmes d'argent suite à cette cession. Le couple Muller semblait aussi connaître des difficultés. Quand Brigitte Muller a eu son accident de cheval, son mari ne l'a pas aidée ni épaulée autant qu'elle l'aurait souhaité. Elle m'avait commencé à me raconter qu'elle avait des problèmes avec Jean-Louis, que ça n'allait pas aussi bien qu'elle le pensait. Je lui ai dit, mais dis-le donc à tes parents. Elle m'a dit, non, devant mes parents, je fais semblant qu'il n'y a rien. Je fais semblant qu'on est parfaitement heureux. Elle ne voulait pas faire de peine à personne. Ça, c'était Brigitte. Alors que le couple Muller se délite, Brigitte rencontre un homme. Brigitte Muller, elle a fait la connaissance d'une personne, d'un chercheur du CNRS 3 semaines auparavant. Cet homme est un physicien. Brigitte Muller l'a rencontré dans un restaurant de Strasbourg alors qu'elle cherchait une place pour déjeuner. Une rencontre par hasard et peut-être le début d'une histoire. À ce moment de sa vie où elle se sent quelque peu délaissée par son époux, elle va avoir des sentiments et une relation platonique va naître entre Brigitte et cet homme. Elle a l'impression d'être entendue, elle a l'impression d'avoir un confident. Brigitte Muller et son amie se revoient plusieurs fois au cours de promenades dans Strasbourg. Le physicien raconte aux policiers qu'ils ont fini par échanger un baiser, une relation chaste, mais Brigitte semblait revivre depuis cette rencontre. L'accident de cheval était un lointain souvenir. La jeune femme aspirait à une nouvelle vie. Elle s'est déjà ouverte auprès d'amis et de ses parents d'une éventuelle séparation de son mari. Si Brigitte Muller a parlé de cette hypothèse à son mari, sa famille craint le pire. Il y a quelque chose qui frappe dans ce dossier, c'est toutes les ruptures avec Jean-Louis Muller,
que ce soit des ruptures d'ordre privé, que ce soit des ruptures professionnelles, se passent mal. Toujours dans la violence verbale, des cris, des heurts, des menaces, des invectives. Et je ne peux pas imaginer une seule seconde, si Brigitte Oudy avait annoncé la rupture avec son époux, je ne peux pas penser, je ne peux pas imaginer une seule seconde que Jean-Louis Muller ait pu rester comme ça, les bras croisés, se soit installé dans son salon pour regarder un film. Ça ne colle pas avec la personnalité de Jean-Louis Muller. Madame Simoncello, les enquêteurs pensent avoir trouvé un mobile avec ce flirt. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas me mettre dans la tête du docteur Muller. Je ne sais pas ce qu'il pouvait savoir, ce que son épouse a pu lui dire le soir du 8 novembre. À ses proches, elle avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle envisageait peut-être le divorce. Mais enfin, je veux dire, tout ça, c'était quelque chose d'assez flou. Il n'y avait rien de précis. Ça n'était vraiment qu'un flirt. Est-ce qu'il était possessif? Alors, soupçonneux? Alors, soupçonneux, mais surtout colérique. Voilà. Quelqu'un qui n'aimait pas la contradiction. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Quand il estime qu'il a raison, il ne cède pas, il va jusqu'au bout. Voilà. Mais pas particulièrement jaloux. Il n'avait pas de raison d'être jaloux parce qu'à aucun moment, elle n'avait fait preuve d'infidélité à son égard. Et il avait été au courant de ce flirt? Il a pu être intrigué par les coups de fil qui arrivaient au domicile. Visiblement, elle avait peur qu'il soupçonne quelque chose. Elle en avait parlé d'ailleurs le lundi 8 à Hans-Peter quand elle l'a vu au téléphone. Elle craignait un petit peu les réactions de son mari. Mais je veux dire, je n'en sais pas plus là-dessus. Elle le craignait personnellement? Oui. Alors, elle avait rapporté notamment à sa mère, à plusieurs de ses proches, à son ex-beau-frère également, à propos d'un passage dans le film Bonnie et Clyde. Il lui avait dit « Si tu fais ça, je te tue ». Et ça faisait quoi? Alors, c'était ou le tromper ou le quitter. Et puis, d'ailleurs, son ex-beau-frère rapportait des propos de Brigitte qui lui avait dit « S'il m'arrive quelque chose, il ne faudra pas le croire lui, le docteur Muller. » Alors, l'accumulation de tous ces éléments vous conduit à faire quoi? Le doute concernant le suicide se fait de plus en plus fort. Et c'est pour cela que j'ouvre une information contre X, je dis bien contre X, pour homicide volontaire. Le 6 novembre 2001, les policiers interpellent Jean-Louis Muller chez lui, presque 2 ans, jour pour jour, après la mort de sa femme Brigitte. Je revenais de mes soins de kiné. Et puis, quand je rentre à la maison, on me dit, voilà, vous êtes placé en garde à vue. À partir de ce moment-là, on me transbahute sur l'antenne de la police judiciaire à Metz. Là, je comprends pas du tout. Là, je comprends pas. Ce jour-là, c'est évident qu'à ce moment-là, vous dites, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me met en garde à vue? Jean-Louis Muller comprend qu'on le soupçonne d'avoir tué sa femme. Un face-à-face s'installe avec l'équipe des policiers. J'ai interrogé le docteur Muller pendant 48 heures. C'est quelqu'un qui est rigide, qui ne veut pas avoir tort, qui est un procédurier. Ce sont des traits qui le caractérisent. Pour moi, l'affaire, elle est simple. Moi, je sais que j'ai pas tué ma femme. Il fallait bien qu'ils cherchent à un moment donné un mobile. Alors, donc, ils ont cherché un mobile dans le sens, moi, j'avais une maîtresse. Ils n'en ont pas trouvé, donc il fallait bien qu'ils trouvent un autre mobile. Comme il n'y avait pas d'assurance vie, ils se sont dit, tiens, il y avait un amant. Les policiers veulent savoir si le soir du drame, Brigitte a parlé à Jean-Louis de sa rencontre avec le physicien. La nature de cette discussion de ce soir-là était multiple, d'accord? Et c'était un peu du coq à l'âne. C'était des reproches par rapport à ma prise en charge lors de l'accident, par rapport à son père qui aurait trompé sa mère, par rapport à son grand-père qui avait besoin de beaucoup de femmes. Tout naturellement, il lui pose la question, est-ce que tu me trompes?
Et Brigitte va dire « Non, je ne t'ai pas trompé ». Je lui ai demandé, mais ça va pas, c'est un amant. Elle me dit non, moi je n'insiste pas, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? En tout cas, le ton est donné et on voit très bien à ce moment-là, selon même Jean-Louis Muller, que la conversation porte sur une éventuelle séparation. Si on parle de mobile, on peut légitimement l'invoquer. Mais Jean-Louis Muller tient tête aux policiers. Il répète qu'il est innocent. La preuve pour lui, c'est ce papier de bonbons devant leur photo de mariage. Alors moi, c'est pas moi qui l'ai découvert, j'ai pas... Et quelqu'un l'a montré aux gendarmes, mais on sait toujours pas qui. C'est curieux. Et les gendarmes, donc, ils ont pris la photo, ils ont pris la planchette et tout ça. Donc, ciao, ciao, ciao. Donc, salut, hein. Je dirais que si ça, c'est pas un petit signe, je vois pas. Jean-Louis Muller fait preuve d'une maîtrise incroyable. Jean-Louis Muller est quelqu'un qui a réponse à tout, dirais-je. On peut lui parler d'un sujet ou de l'autre, il aura toujours une réponse à fournir. Et quand on lui fait remarquer que l'arme ne portait aucune empreinte, notamment de sa femme, le docteur Muller avance une réponse d'expert. Alors pourquoi on ne trouve pas les empreintes de Brigitte sur l'arme? Là, on parle maintenant de l'arme. Alors, les experts en empreintes digitales les disent, ben voilà, parce que ça peut arriver. Il y a des cas de suicide vraiment avérés où on n'a pas trouvé d'empreinte. C'est comme ça. Deuxièmement, on peut, comme quand vous utilisez des crèmes de fond de teint ou quand vous prenez un certain nombre de produits, eh ben vous pouvez pas laisser d'empreinte. Mais Jean-Louis Muller ne convainc pas. On sait que le docteur Muller connaît les armes à feu, hein. On sait les résidus de tir, etc. On sait qu'il connaît ça par cœur. On ne sait pas s'il s'est lavé, on ne sait pas s'il s'est changé. Tout ça, on essaye de le mettre bout à bout pour voir si le scénario de l'homicide volontaire, suite à une dispute conjugale, peut être adopté. À l'issue de sa garde à vue, Jean-Louis Muller est mis en examen pour le meurtre de sa femme et aussitôt incarcéré. Comme toutes les personnes innocentes ont toutes la même réaction, c'est de se dire c'est une erreur, les juges vont vite s'en rendre compte et dans quelques temps, tu vas être libéré. Ah ben, Nakash, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se fonctionne. Une fois que la machine judiciaire s'est mise en route, vous l'arrêtez plus. Si Jean-Louis Muller espère en avoir vite terminé avec toute cette affaire, ses avocats comprennent rapidement que ce n'est que le début. Ils reprennent point par point les éléments à charge, à commencer par l'arme. L'accusation est persuadée que le revolver a été nettoyé. La défense doit prouver le contraire. Sur l'arme, nous avons retrouvé 2 traces de sang appartenant à Mme Muller, plus un résidu de cervelle de Mme Muller. Si Jean-Louis Muller tire, nettoie l'arme, il est évident qu'il nettoie également ses traces. Pour la défense, le docteur Muller n'aurait donc jamais essuyé l'arme. Quant aux résidus de poudre sur ses mains, les avocats ont une explication. C'est une contamination survenue quand Jean-Louis Muller s'est précipité au sous-sol. Il dévale les escaliers, son chien est devant lui, Jean-Louis rattrape le chien, voit sa femme, il tend les mains, et à ce moment-là, il y a un effet que décrivent tous les spécialistes, qui est un effet d'aérosol. Lorsqu'une cartouche est tirée par une arme de ce calibre, il y a une gerbe de poudre qui envahit l'atmosphère. Vous rentrez dans une salle où un coup de feu a été tiré, vous en ressortez porteur de traces de poudre. Mais les avocats des parents de Brigitte retournent aussitôt l'argument.
Les experts ont expliqué, certes, on peut subir un effet aérosol, mais pas dans ces proportions. Et je vais même plus loin dans le raisonnement. Si l'effet aérosol fonctionne pour Jean-Louis Muller, il doit également fonctionner pour la victime. C'est-à-dire que si Jean-Louis Muller a été contaminé par un passage furtif dans cette pièce, il va de soi que Brigitte aurait dû également être contaminée dans des proportions plus importantes puisqu'elle est restée plus longtemps dans cette pièce. Dominique, dans ce dossier où il y a beaucoup de contradictions, pour essayer d'y voir plus clair, le juge nomme un nouvel expert, un Allemand, je crois. Oui, un expert allemand qui s'appelle le docteur Schima et qui va devoir expliquer une incohérence du dossier, puisque Madame Muller a reçu une balle dans la tête, du côté droit, qui est ressortie du côté gauche, et en fait, la balle a provoqué l'éclatement de toute la partie droite de la tête et un orifice de sortie plus petit. Et généralement, ou la plupart du temps... C'est l'inverse, c'est ça? C'est l'inverse. La plupart du temps, c'est l'orifice d'entrée qui est un trou rond et l'orifice de sortie qui est beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce que la balle, quand elle pénètre à l'intérieur du corps, elle écrase avec la pression et sa vitesse une masse de chair qui est expulsée vers l'extérieur. Et là, c'est le contraire qui se passe. Alors comment le docteur Schima peut expliquer un tel phénomène? Pour tenter de l'expliquer, il va faire des tests sur des animaux. Alors sur des têtes de vaches et sur un porc vivant, un porc de 100 kg. Donc il va prendre un Magnum 357 et il va tirer dans la tête de ces animaux. Et à chaque fois, note-t-il, on n'observe aucune expulsion de l'encéphale vers l'extérieur. Donc il va construire une hypothèse de travail qui est la suivante. Le 357 Magnum, il a un canon court. Et c'est la pression contenue dans le canon qui peut provoquer l'éclatement de la boîte crânienne, et non pas la balle et le projectile tiré. C'est la pression. Or, cette arme n'a pas un canon assez long. Une arme qui a un canon assez long, pour provoquer un éclatement de la boîte crânienne à l'entrée, c'est un fusil de chasse. Mais c'est un impact de balle qu'on a retrouvé, et non pas de fusil de chasse, et qu'un seul dans le mur. Alors, là encore, le docteur Schima a une explication. Lui émet cette hypothèse. Un premier tir avec le 357 Magnum qui provoque la mort de Madame Muller, un tir à 1 ou 2 mètres, donc incompatible avec un suicide, on ne peut pas se suicider en tenant l'arme à 2 mètres de soi. Et ensuite, un deuxième tir pour maquiller le premier coup de feu, pour faire croire, évidemment, à un coup de feu tiré de près avec une arme, donc un deuxième coup de feu qui aurait pu être tiré avec un fusil de chasse, avec à l'intérieur une munition neutre, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cartouche à blanc. Il n'y a pas de projectile dedans, donc on n'en retrouvera pas. Mais il y a à l'intérieur de la poudre qui brûle et qui peut provoquer cet éclatement de la boîte crânienne, en tout cas des brûlures graves. Donc un deuxième coup de feu pour maquiller un meurtre en suicide. Mais au moment où le docteur Schima rend son rapport, il sait déjà que le docteur Muller a chez lui un fusil de chasse qu'on a découvert. Quelques mois plus tôt, le commandant Géant avait en effet perquisitionné la maison de Jean-Louis Muller. Et là, dans la cave, surprise. On a découvert dans un cellier un fusil. L'arme était à l'abri des regards, comme si on avait voulu la dissimuler. Celle-ci se trouvait non pas dans une housse, elle se trouvait posée dans un couloir du sous-sol, derrière des plaques de marbre, ce qui n'est pas un lieu habituel, disons, pour entreposer une arme à feu. Un fusil de marque Fausti Stefano. Selon le juge, le docteur Muller ne l'avait pas déclaré. Je lui ai listé toutes mes armes, dont le Fausti Stefano, mais sans le nommer d'un point de vue marque, mais d'utilisation. C'est mon fusil de balle-trappe. Mais le juge fait aussitôt le rapprochement avec le fusil qu'évoque le docteur Schima. Honnêtement, est-ce que vous pensez qu'étant médecin légiste, si j'étais vraiment manipulateur et machiavélique à ce point-là, je serais vraiment
con d'avoir gardé une arme pendant près de 2 ans alors que je savais que cette arme pouvait m'impliquer. Est-ce que vous pensez que... Non mais, il faut... là d'un côté on dit, il est intelligent, il est machiavélique, et de l'autre côté, il doit être con comme une bite. Il faut arrêter. Ou c'est l'un ou c'est l'autre, mais pas les deux. Qui a raison ? Le docteur Müller ou l'expert allemand qui prétend que le médecin a utilisé ce fusil pour maquiller le meurtre ? Jean-Louis Müller et ses avocats réclament une reconstitution, mais le juge refuse. Il s'agissait de voir si le scénario de l'accusation était effectivement réalisable, ou si c'était une simple vue de l'esprit de la part des personnes qui lançaient des accusations contre Jean-Louis Müller. Dans toutes les affaires criminelles compliquées, lorsque l'on peut faire une reconstitution, on l'a fait. C'est quand même curieux. Il n'y a rien, mais alors strictement rien, qui ne s'opposait qu'à un moment donné quelconque, on fasse une reconstitution. La justice nous a refusé une reconstitution qui était absolument nécessaire et elle a entravé l'exercice des droits fondamentaux de la défense. Madeleine Simoncello, la défense réclame une reconstitution à corps et à cri. Pourquoi le juge d'instruction ne l'accorde pas ? Elle a été refusée par le juge d'instruction pour la raison suivante. C'est que d'une part, les lieux ont été modifiés, la maison a été vendue. Et d'autre part, concernant, je dirais, la scène du décès de Brigitte Müller, nous n'avons que des conjonctures. Le seul point, je dirais incontestable, c'est l'impact du projectile dans le mur. Mais pour faire une reconstitution, effectivement, il faut des acteurs en quelque sorte. Alors, Dr Müller dit que de toute façon, lui, il n'y participerait pas, et on peut comprendre pourquoi. Mais, je veux dire, concernant la victime, encore faut-il savoir dans quelle position elle a pu se trouver. Or, les experts, que ce soit le médecin légiste, le professeur Lude, que ce soit les experts en balistique, nous disent qu'il n'est pas possible de préciser quelle était la position de la victime. Debout, à genoux, accroupi, tête penchée, tête droite. Aucun élément ne permet de reconstituer la trajectoire du projectile. Même quand on voit les projections, on ne peut pas se dire, tiens, la victime était debout, assise, etc. Non, personne ne peut le dire. Donc, à partir de là, on peut faire des variantes tant qu'on veut. À quelques mois de son procès, Jean-Louis Müller est chez lui. Il a été remis en liberté pour des problèmes de santé. Il a une nouvelle compagne. Il reçoit une équipe de journalistes pour le tournage d'un documentaire. Il veut casser l'image de l'homme machiavélique qui lui colle à la peau. Quand même une énorme anxiété, une énorme angoisse, aussi par rapport à tous les miens qui sont à côté. Hein. Il y a ma famille, il y a mes enfants, il y a ma amie, il y a mes frangines, il y a des amis. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont téléphoné, qui ont dit, bah, écoute, on est là pour te soutenir, mais bon. Vous savez, hein, quand vous avez des gens qui ont décidé de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, et puis voilà, moi je peux rien y changer. Hein. Voilà. Mais oui, j'ai assez peur quand même. Tu viens, Tina? Comme? À travers ce documentaire, il voulait finalement s'humaniser, montrer qu'il est un être humain comme vous et moi, qu'il aime la nature, qu'il aime les promenades à cheval, qu'il aime la vie familiale, la vie toute simple. Et c'est ce qu'il voulait montrer à travers ce documentaire. Un médecin légiste devant les assises du Bas-Rhin. En 1999, la femme de Jean-Louis Müller était tuée par balle. Suicide ou meurtre, les jurés ont 2 semaines pour se forger une intime conviction. Strasbourg, le 4 octobre 2008. Presque 9 ans après la mort de sa femme Brigitte, le docteur Müller s'assoit dans le box des accusés. 2 clans se font face. D'un côté, la famille de Jean-Louis Müller, de l'autre, celle de Brigitte. Et au milieu, les enfants
du couple Muller. Ils sont partie civile, mais ils ont toujours soutenu leur père. Ces deux enfants sont dans un conflit de loyauté terrible entre une mère décédée et un père toujours vivant mais suspecté. Ils ont fait le choix, et tout le monde peut le comprendre, de soutenir leur père en se constituant partie civile. Or, il faut savoir que tous les contacts ont été coupés entre les parents de Brigitte et ses enfants, Raphaël et Alexandre. Donc tout ceci crée une ambiance relativement lourde. Moi, je suis là pour démontrer mon innocence. Point. Et le meilleur moyen de démontrer mon innocence, c'est de prouver que la thèse de l'homicide à 2 tirs est matériellement impossible. L'enjeu est de taille. Pour Jean-Louis Muller, c'est l'acquittement ou une lourde peine. L'impression qu'il va donner sera déterminante. Nous lui conseillons avant l'audience d'être posé, d'être calme, de s'exprimer avec clarté, avec courtoisie, avec respect pour la cour d'assises. Mais dès le premier jour d'audience, Jean-Louis Muller reprend le rôle qu'il préfère, celui de l'expert judiciaire. Il ne laisse pas les magistrats terminer leur phrase. Il est face à l'avocat général très raide. Il n'hésite pas à contester. Il est là un peu comme un professeur, devant ses élèves, et c'est une attitude qui passe mal, je crois, au sein de la cour d'assises. Il se défend avec ses tripes. Il se défend avec ses tripes. Et quand on se défend de cette façon-là, quand on est naturel, eh bien, ça n'est pas toujours très heureux. On m'a dit arrogant, on m'a dit, voilà, il parle de trop, et puis il essaye de tout expliquer, il essaye d'intervenir, il fait ci, il fait ça. En fait, quand vous vous taisez, on vous dit il est coupable parce qu'il se tait, et quand vous parlez, on dit vous êtes coupable parce que vous parlez. Sa réaction, elle est absolument immaîtrisable. Mais c'est pas le problème. La seule question qui se pose à la justice, c'est y a-t-il, oui ou non, des preuves qui rendent certaine sa culpabilité? La preuve, pour le ministère public et les avocats des parties civiles, c'est l'expertise du docteur Chima. Nous guettions tous l'arrivée du docteur Chima, cet expert allemand qui avait inventé la thèse du double tir à distance et du coup de grâce. Mais quand l'expert s'avance à la barre, rien ne se passe comme prévu. Il nous dit, écoutez, j'ai réfléchi. Finalement, ce que j'ai prétendu, ce que j'ai avancé, la thèse du second tir avec le fusil Fossi Stefano, écoutez, ceci n'est plus à l'ordre du jour. Surprise générale. Sur le coup, ça donne l'effet d'un petit coup de théâtre, effectivement. Ça suscite un petit peu d'émotion. Et le professeur Chima va nous dire, écoutez, finalement, je conçois, je concède qu'un tir par un revolver 357 Magnum peut provoquer de telles conséquences. Un choc. Le docteur Chima explique qu'il a trouvé dans la littérature médico-légale un cas de suicide par 357 Magnum avec expulsion de l'encéphale. Le suicide de Brigitte Muller est donc plausible, admet l'expert. On est soulagé, on se dit voilà, c'est quand même un gros argument. En plus, la presse avait marqué comme quoi tout un pan de mur de l'accusation qui s'effondre. On était confiants et sereins. Je sors de l'audience, on me disait, je crois que le cours du procès est renversé. Nous allons vers un acquittement. Ça n'a pas eu plus de conséquences que ça, puisqu'on se retrouvait sur la thèse initiale qui était celle d'un tir qui avait été donné avec l'arme 357 Magnum. Toute la question restait entière. Qui avait tiré avec cette arme? On en revient donc à la question initiale, meurtre ou suicide? À la barre, les proches de Brigitte Muller martèlent qu'elle n'était pas dépressive. Et le physicien qu'elle avait rencontré enfonce le clou.
Hans-Peter est catégorique. Il dit que c'était une femme pleine de vie. Donc, avec virulence, lors du premier procès, Hans-Peter a expliqué qu'elle ne pouvait pas s'être suicidée. Elle était à un tournant de sa vie. Elle était prête à un nouveau départ. Et la seule chose à l'égard de quoi elle était anxieuse, c'était la possibilité de conserver la garde de ses enfants. Mais pour le reste, elle était en train de vivre une idylle naissante qui lui ouvrait de nouveaux horizons. C'est inconcevable de penser qu'à ce moment-là, elle ait été dépressive. Maître Vial, à ce procès, vous avez rappelé tous les éléments à charge. Quel est le scénario que vous proposez à la cour, alors? Il nous dit qu'il a entendu ce grand bruit ou ce boom dans la cave de sa maison. Au moment où venait de commencer le film, projeté ce soir-là sur Canal+, à 20h45. Et l'appel, effectivement, aux gendarmes est à 21h24. Donc ça nous fait pas loin de 40 minutes pour, j'allais dire, gérer la crise. Ça laisse du temps quand même, on peut en faire des choses en 40 minutes. Alors qu'a-t-il fait? Il a tiré. Première préoccupation, se laver. Il s'est lavé. Se changer, il s'est changé. Nettoyer l'arme. Ça a été fait, l'arme, on la retrouve impeccable. On ne retrouve pas d'empreinte digitale, ni sur l'arme, ni sur les munitions. On ne retrouve pas, contrairement à ce qui a été dit, de débris organiques sur cette arme. On retrouve une micro-particule sanguine à hauteur du pontet de l'arme, c'est-à-dire une petite micro-tache qui peut parfaitement s'expliquer par le fait que cette arme a été projetée à l'endroit où se trouvaient justement de tels résidus. C'est tout. Et comment aurait-il fait pour apporter l'arme sans laisser de traces de pas? Les traces de sang, on les retrouve en partie sur la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces projections ont eu lieu vers l'avant. Et que si on en trouve sur la table, c'est qu'effectivement, Emilien ne se trouvait pas au contact direct de son épouse, mais qu'il était bien de l'autre côté de la table. Il suffit qu'il mette sa main par-dessus la table et qu'il lâche l'arme. Là où on l'a retrouvée. Un scénario parfaitement plausible pour la partie civile et surtout pour l'avocat général. Son réquisitoire est implacable. Dans une affaire comme celle-là, il n'y a pas de demi-mesure possible. Et ou l'acquittement, ou une lourde peine. Et dans cette affaire, dans la mesure où j'étais convaincue que Jean-Louis Muller avait commis un homicide volontaire, j'ai requis 20 ans de réclusion criminelle. Pour eux, c'est pas de problème. Père Muller, il est coupable, quoi qu'il fasse, qu'il tire d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite, un tir, 2 tirs, 50 tirs, de toute façon, il est coupable. Il est coupable parce que nous, on a décidé qu'il était coupable. Les avocats du médecin plaident évidemment l'acquittement. Mais Jean-Louis Muller vient saboter lui-même sa défense. Dans quelques minutes, il va prononcer ses derniers mots devant la cour. Et c'est devant notre caméra qu'il va les livrer pour la première fois. En fait, il y avait un témoin sur place. Ce témoin, c'est César. Alors bien sûr, c'est un chien, vous me direz, il ne peut pas parler. Mais en fait, il parle quand même. Ça va être vos derniers mots Oui, ça va être mon dernier mot. Forcément, il est avec moi. Donc forcément, la grande flaque de sang qu'on voit autour, il va y aller. Or, il n'y a aucune trace des pas de César ou de ceux autour de cette. Vous voyez ce que je veux dire? Comme mes enfants ont toujours dit, papa n'a pas tué maman, César, il dit, mon maître n'a pas tué ma maîtresse. Alors si ça, ils ne sont pas capables de comprendre, je ne sais pas comment je peux faire autrement. Je termine ma plaidoirie et le voici qui se lève pour dire son dernier mot. Il regarde le président et il lui dit « J'ai oublié de vous dire, j'ai un témoin qui a tout vu. Malheureusement, il est muet. » « Qui est-ce » lui dit le président. Il répond « Mais c'était mon chien, César. » Et les jurés le regardent effarés.
c'était une connerie. Moi, j'avoue que c'était une ânerie. D'ailleurs, mes avocats m'ont dit, mais on t'a dit de ne pas dire ça. On t'a dit simplement, je suis innocent, je suis innocent. Mais c'est uniquement ce qu'attendent les gens, basique. On est tous pantois. On aurait pu penser qu'il est un mot pour son épouse. Vous refaites votre vie avec quelqu'un, d'accord? Vous n'allez pas commencer à parler de votre ex et tout ça. Voilà, comme elle était... Alors qu'elle vous... Faut quand même dire ce qui est. Elle nous a foutus dans une merde pas possible. Ça, c'est une réalité. Et faire un acte avec de telles conséquences, il faudrait être là en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. C'est ce qu'attendent les gens. Non, je ne pleure plus actuellement ma défunte épouse. Je ne pleure plus parce que j'ai reconstruit ma vie avec quelqu'un d'autre. Après 4 heures de délibéré... Docteur Muller, levez-vous. La Cour et le jury, après en avoir délibéré, ont voté à la majorité absolue que oui, vous êtes coupable et en répression, vous condamnez à 20 ans de réclusion criminelle. Garde, emmenez-le. Et puis c'est terminé. À l'énoncé du verdict, il y a eu un cri dans la salle, un cri qui a glacé tout le monde. C'est celui du fils, qui, je crois, avait déjà perdu sa mère et qui avait l'impression de perdre aussi son père. Et ça, personne ne pouvait rester indifférent à ce cri d'un enfant qui perdait ses deux parents. Le docteur Muller fait immédiatement appel. 5 semaines après sa condamnation, il est remis en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar. En attendant ce deuxième procès, l'accusé organise lui-même une reconstitution dans la cave de sa maison à Ingwiller. Jean-Louis Muller a demandé à l'une de ses sœurs de tenir le rôle de Brigitte. Et il s'est offert les services d'un éminent professeur de médecine légale de Genève, le professeur Mangin. On a donc essayé de mettre en scène tous les scénarios possibles. Donc un tir à distance, un tir d'oblique, un tir à genoux, un tir debout. Objectif de Jean-Louis Muller, démontrer que le meurtre est impossible. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait coller avec les éléments recueillis par l'enquête. Le professeur Mangin apporte des conclusions radicalement différentes de celles des premiers experts. Il dit qu'il est difficile de se prononcer. Je ne peux pas, moi, Mangin, apporter de conclusion formelle ni dans un sens ni dans l'autre. Mais moi, Mangin, j'estime que la thèse du meurtre est quasi impossible, alors que la thèse du suicide, elle est plus envisageable, plus fortement envisageable. Voilà en substance ce que disait Mangin. Mais ces conclusions n'ont aucune valeur juridique. Ni les avocats de la partie civile, ni les magistrats alsaciens n'ont voulu se prêter à ce qu'ils considéraient comme une parodie de reconstitution. Cet expert a été mandaté par Jean-Louis Muller lui-même. J'ai pas envie de dire qu'il y a un lien de subordination, mais en tout cas, il y a un lien contractuel. Il a rendu une expertise à la demande de Jean-Louis Muller. C'est un ex-collègue de Jean-Louis Muller. Et donc, il est difficile d'apporter du crédit à ses conclusions. Depuis ce matin se tient à Colmar le procès en appel du docteur Jean-Louis Muller. Ce médecin légiste a été condamné. Quelques semaines plus tard, c'est dans le box des accusés de la cour d'assises de Colmar que Jean-Louis Muller prend place. Et une fois de plus, il réclame une reconstitution en présence de la cour.
Mais la présidente refuse, du coup, il décide de se taire. Je suis innocent et je n'ai rien d'autre à dire. Tels furent les derniers mots de Jean-Louis Muller en début d'après-midi. Dans le prétoire, le docteur Muller retrouve un procureur qu'il connaît bien, Madeleine Simoncello, celle qui a classé puis rouvert le dossier 11 ans plus tôt. Madeleine Simoncello, à ce procès, vous êtes avocat général, mais Jean-Louis Muller refuse de parler, de s'exprimer. Comment faites-vous, en fait, pour que les jurés puissent un peu cerner le personnage? J'ai pris la parole et j'ai rappelé, j'ai indiqué à la cour que j'avais connu Jean-Louis Muller beaucoup plus bavard devant les caméras de télévision et que s'il refusait de répondre aux questions, moi je proposais à la présidente de passer aux jurés le reportage qui avait été filmé lors du procès de... Et c'est ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait, donc nous avons visionné ce reportage pendant les assises. La défense, elle, a fait citer le professeur Mangin, qui avait réalisé une expertise, justement. Qu'est-ce que ça a donné? Cette reconstitution, il l'avait faite à la demande de Dr Muller et qu'en quelque sorte... Payé par le Dr Muller. Évidemment. Et donc... Donc vous en contestez l'impartialité? Je veux dire, je peux avoir des doutes. Et donc moi, je n'avais pas de questions à poser au professeur Mangin. Vous réclamez quelle peine dans votre réquisitoire? Alors, comme nous étions en appel, nous avions déjà la décision qui avait été prononcée par la cour d'assises du Bas-Rhin. Donc, je demande la confirmation de cette peine. En l'absence de toute explication de sa part, je n'avais pas d'éléments pour modifier mes réquisitions par rapport à la peine qui avait déjà été prononcée. Jean-Louis Muller, qui comparaissait libre durant ce procès, est désormais derrière les barreaux. À l'énoncé du verdict, la famille de l'accusé fond en larmes. Pour la deuxième fois, une cour d'assises estime que le médecin d'Ingwiller est bien le meurtrier de sa femme. Jean-Louis Muller, c'est un homme qui est effondré. Voici la deuxième condamnation en cour d'assises. Nous avons tout de suite pris la décision d'inscrire un pourvoi en cassation plus une demande de mise en liberté. 20 ans. La peine de Jean-Louis Muller est confirmée. La partie civile est soulagée. Mais le répit est de courte durée. Contre toute attente, le 22 juin 2011, la Cour de cassation annule le verdict de Colmar pour vice de forme. C'était effectivement une surprise et une bonne surprise. Après un an de détention, Jean-Louis Muller recouvre la liberté. Pourquoi était-il en prison? Parce qu'il avait été condamné à 20 ans. Ce verdict de 20 ans était annulé. Il était tout à fait normal qu'il soit libéré. Déjà, la cassation, c'est exceptionnel. Mais alors, sans aucun contrôle judiciaire, alors là, ça, c'est du jamais vu. Jean-Louis Muller sera donc jugé une troisième fois, un cas exceptionnel. Mais aussi un coup dur pour la famille de Brigitte. Nous avons une famille qui est fatiguée, usée, après tant d'années de procédures. Devoir affronter une nouvelle fois le regard de Jean-Louis Muller dans le cadre d'un troisième procès, ça paraît être l'épreuve de trop pour la famille de Brigitte. Pour l'accusé, ce sera le procès de la dernière chance. Ses avocats lui conseillent de changer de stratégie. Perdre une fois, c'est dur pour l'avocat. Perdre 2 fois, c'est dur. 3 fois, je me suis dit, c'est quand même très dur. J'engage une responsabilité. Je pense qu'il n'est pas forcément une mauvaise chose de renouveler l'équipe de défense. Donc avec Maître Saint-Pierre, on a longuement discuté. Il avait pris un premier contact avec Maître Éric Dupond-Moretti. Je dis à Jean-Louis, il ne s'agit pas de renforcer, il faut remplacer, il faut des yeux neufs. Et ça n'a pas de sens que vous, Jean-Louis, vous veniez aux assises avec une armée d'avocats, donc François Saint-Pierre, Schulz, Moser plus Dupont. Ça n'est pas très souhaitable. Allez-y uniquement avec Dupont. Éric Dupond-Moretti.
l'avocat des acquittés d'Outreau. C'est la nouvelle carte de Jean-Louis Muller. Quelques semaines avant le procès qui aura lieu cette fois à Nancy, l'homme fait monter la tension auprès de la presse. Avant l'audience, il présentait ce dossier comme un des plus importants pour lui. Voilà. Il en parlait comme sans doute son challenge, quoi. Vraiment son grand défi, le plus grand depuis fort longtemps. La défense fourbit ses armes. La partie civile, elle, attend sereinement l'audience. Ça ne change absolument rien. Nous sommes toujours dans la même vision du dossier et que Jean-Louis Muller est maître X ou maître Y comme avocat, pour nous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Maître Dupond-Moretti, vous êtes le nouvel avocat de Jean-Louis Muller. Y a-t-il des failles qui vous sautent aux yeux dans ce dossier? Oui, je le reçois à Paris. Et puis, j'ai un homme qui a du mal à exprimer son dossier. Donc le premier contact, à vrai dire, se passe assez mal, et puis il exige une reconstitution. Alors au bout d'un moment de guerre là, je lui dis, mais qu'est-ce que ça va démontrer, votre histoire, là? Et là, on se sert de mon bureau en guise de table où se trouvait le train électrique des enfants. Et cette scène, on la mime dans mon bureau. Alors je réalise très vite que c'est un acte essentiel, qu'on lui a refusé cet acte, et que cet acte est susceptible évidemment de démontrer son innocence. Et là, je me lance à corps perdu dans la défense de cet homme, parce que je suis totalement convaincu qu'il est innocent. Mais il y a quand même des éléments à charge. Le fait qu'il n'y ait pas d'empreinte sur l'arme, le fait qu'on trouve plus de résidus de tir sur lui que sur elle. Comment vous expliquez ça? Alors, on sait qu'il y a des gens qui laissent des empreintes digitales et d'autres qui n'en laissent pas. On n'est pas égaux face au laisser d'empreintes digitales, si vous me permettez cette expression. Et autre chose, si c'est un meurtre, qu'est-ce qu'il fait le meurtrier? Il met l'arme dans la main de sa victime. Le maquillage le plus simple, c'est celui-là. Et c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce que l'on retrouve. Sauf qu'elle a la main qui est coincée sous elle, oui, sous son fessier droit. Pour examiner sa main, il va falloir l'enlever. Et les experts disent que c'est ça qui justifie qu'elle ait laissé sur le jean des traces de poudre. C'est la raison pour laquelle on trouve moins de traces de poudre sur sa main que sur sa main à lui. Voilà un certain nombre d'éléments qui font qu'à l'évidence, ces histoires de traces de poudre ne sont en rien dirimantes. C'est le procès de la dernière chance pour votre client. Vous lui avez demandé de faire profil bas, de parler un peu moins, d'être... Ouais, mais je crois que comme tous les vrais innocents, il se défend mal. Parce qu'il en a marre, parce qu'il y a des années que ça dure. C'est vertigineux de se dire qu'un homme peut être condamné à 2 fois 20 ans sans reconstitution et que la reconstitution amène, à mes yeux, une certitude absolue de son innocence. C'est vertigineux de se dire ça. C'est la cour d'assises de Nancy qui doit juger le docteur Muller pour la 3e fois. Le procès s'ouvre en octobre 2013. L'accusé a 56 ans. Il est comme en position de prière dans son box. Et vraiment, ça a été tout au long du procès. Tête baissée, pas un sourire, très peu de regard finalement de l'assistance. Il écoute religieusement. Comme s'il avait enfin compris qu'il valait mieux se faire oublier, le docteur Muller fait profil bas. On voit Éric Dupond-Moretti à côté. On voit que Jean-Louis Muller ne cesse comme ça de le regarder, d'échanger des petits coups d'œil anxieux avec son avocat qui lui dit oui ou non. Et on comprend assez rapidement que le magicien, en fait, l'artiste responsable de cette métamorphose, c'est Éric Dupond-Moretti. Il a fait disparaître son client. Le médecin s'efface, l'avocat s'impose.
notamment quand il interroge les témoins défavorables à son client. Maître Dupond-Moretti est bouillonnant, dirais-je, agressif. Il intervient tout le temps, il occupe le terrain, il circule, il grommelle, il interrompt, il vitupère, il se plaint, il incrimine, et ainsi de suite, ça n'arrête jamais. Est-ce l'effet Dupond-Moretti ou la fatigue après 14 ans de procédure? Quand le physicien raconte sa dernière conversation avec Brigitte Muller, quelques heures avant sa mort, il change de version. Il raconte qu'elle passait du coq à l'âne, qu'elle était un petit peu déprimée. Il la sentait pas très en forme. Et là, il va avoir des mots qu'il n'avait jamais eus auparavant, en nous disant, lors de ce témoignage à la cour d'assises à Nancy, ah oui, Brigitte me paraissait désespérée. Ce terme-là, il ne l'a jamais employé auparavant. Le témoignage du physicien accrédite soudain la thèse d'un suicide. Pour l'accusation, l'effet est désastreux. La partie civile tente alors de rappeler à la cour les nombreux éléments qui pèsent sur le docteur Muller, comme l'absence d'empreinte sur l'arme, sans grand succès. Quand Maître Vial, par exemple, ou Maître Vaquès prennent la parole, ils sont coupés plus de fois, plus souvent, pas sur le même ton, on va dire, de la part de la présidente. La présidente semble en effet plus attentive aux interventions de la défense. Une défense qui répète à l'envi aux journalistes qu'il y aura bientôt une surprise. Tout au long de l'audience, Maître Dupond-Moretti nous prévenait que vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voyez qu'il allait se passer quelque chose. On arrive, et là on voit Éric Dupond-Moretti et Jean-Louis Muller qui sont en train d'installer des trucs, là, mais vraiment, alors comme à la maison, hein, on aurait dit deux copains qui bricolent le dimanche, le poteau, le tréteau, le plateau, ah on met ça là, on va mettre ça là. Et puis là, ils installent donc une immense table au pied des magistrats et des jurés. Cette table, c'est celle où était posé le train électrique. L'enjeu pour la défense, faire enfin une reconstitution. Mais le ministère public n'y croit pas. En réalité, la table elle-même, je veux dire, faire parler une table, c'est un exercice qui me paraît difficile. Et la table, je veux dire, elle n'a en somme rien à dire. Hein. C'est pas en faisant tourner les tables qu'on va faire éclater la vérité de cette affaire. L'accusation sous-estime la stratégie d'une défense qui a tout préparé dans les moindres détails. La table est restée très longtemps avant qu'on parle de la table. On a dû passer, je pense, 2 demi-journées encore, ou bien une en tout cas, sans parler de la table avec la table, qui était là, qui gênait les mouvements, qu'il fallait contourner, enfin, et c'est pas un hasard du tout. Une fois que la table a bien imprégné les esprits, l'avocat de la défense entre en scène. Il va demander à sa collaboratrice, Maître Cohen-Savant, de s'avancer. Il va prendre le revolver et il va mimer. Et tout cela dans la cour d'assises, face à des jurés médusés. L'avocat veut démontrer que la thèse du meurtre est impossible. Pour convaincre les jurés, il mime la scène avec l'expert en balistique appelé à témoigner. Il va se mettre comme ça à virevolter autour de cette table. Et si j'étais le tireur, et si j'étais Brigitte, et vous, monsieur, maintenant vous allez être Brigitte, et moi je vais être un tireur, donc vous voyez bien que c'est impossible. Là, c'est l'avocat général qui explose, qui vraiment descend de son estrade et qui s'emporte et qui tourne autour de cette table en disant mais oui, mais il y a une autre façon de se positionner autour de cette table. Vraiment, il s'énerve, il devient tout rouge. Moi, je suis intervenu pour montrer que, effectivement, la configuration des lieux, plan en main, avec les distances qui séparaient la table du mur, laissait la possibilité de la présence d'un tireur. Comme elle, voilà, c'est tout ce qui m'importait à moi.
Donc on a essayé de reconstituer à peu près les tables près desquelles Madame Muller est morte. Est-ce que vous pouvez nous dire où elle se situait, elle, où est-ce qu'elle était allongée, Madame Muller? Alors, très précisément ici, les pieds sont en parallèle, relevés. Madame Muller est sur le dos, la main entre le dos et la table, la tête ici, explosée, et l'arme se trouve pas loin de ses chaussures. Et les chaussures ont cette particularité qu'elles ne portent pas de traces de sang. Donc elle n'a pas marché. Donc elle n'a pas marché. Il y a deux possibilités. C'est que le docteur Muller, meurtrier selon l'accusation, pardonnez-moi madame, se trouve derrière sa femme. Donc la première hypothèse est celle-ci. La deuxième hypothèse est celle-ci. On va s'y arrêter. Je soutiens que le corps du meurtrier... Il fait écran. Bien sûr, il fait écran. Or ici, vous avez du sang sans discontinuer. Il ne peut pas, le meurtrier, être ici. Derrière, il ne peut pas être derrière, car sur le mur qui est derrière nous, il y a du sang sans discontinuer. Et surtout, les gouttes qui sont au sol et qui sont rondes n'ont pas été piétinées. Alors il y avait deux autres sous-hypothèses à envisager. La première, c'était l'hypothèse d'un placement du meurtrier derrière la table. Impossible parce que c'est un tir à bout touchant. Et la surface de la table, la largeur de la table, pardonnez-moi, ne permet pas un tel geste. Alors, dans une espèce de sursaut, pour sauver son dossier, l'avocat général a utilisé mes planches. Et il a suggéré une thèse absolument incroyable. Il a suggéré que le meurtrier se trouvait ici, si vous voulez bien vous reculer un instant, madame, pardon, et que le tir avait eu lieu dans ces conditions-là. Ce qui, selon lui, pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de pas sur les traces de sang. Sauf que cette hypothèse, elle est stupide, parce que la tête coupée, cette femme, on ne peut pas imaginer qu'elle fasse plus d'1,50 m, qu'elle vienne ici, qu'elle s'effondre en arrière, les pieds en parallèle, et qu'elle ait eu la force sans tête de faire plus d'1,50 m. C'est absolument invraisemblable. Pour vous, c'est cette reconstitution en pleine salle d'audience qui a fait basculer le procès? Mais madame, c'est une évidence, cette scène-là, ça n'est pas une scène de crime. Pour qu'il y ait un meurtrier dans cette scène, il faut qu'il l'évite, qu'il soit au plafond. Parce que c'est très simple, ça. À partir du moment où il y a des traces de sang partout... Et pas au sol? Enfin, au sol, il n'y a aucune trace de pas? Au sol, il y a plein de traces de sang, mais ce sont des traces rondes et aucune trace de pas, donc aucune trace frottée, aucun ripage, aucune trace de chaussure. Ça n'est possible, cette scène, que dans le cadre d'un geste suicidaire. Et naturellement que ça a été de nature à impressionner les juges. C'est une évidence. La défense marque des points. Et puis, patatras, 4 jours avant le verdict, on apprend que Jean-Louis Muller se serait douché le soir du drame. C'est le commandant Géant qui l'a appris d'un gendarme appelé sur les lieux le 8 novembre. J'ai pris un tâche téléphonique avec ce gendarme auxiliaire, lequel m'a confirmé, m'a dit ce soir-là, je me suis rendu chez le docteur Muller avec mon collègue. Lorsqu'il m'a ouvert la porte, j'ai eu le sentiment qu'il venait de se doucher. Le docteur Muller a dit, mais j'avais du sang. Du sang et les cheveux mouillés. Le docteur Muller s'est-il changé, comme l'a toujours pensé la famille de Brigitte? Vu l'importance de ces révélations, le commandant Géant alerte immédiatement la cour d'assises. Les deux gendarmes sont convoqués d'urgence à l'audience. Visiblement mal à l'aise, le premier gendarme témoigne à la barre. J'ai eu un flash, c'est là que je me suis souvenu des cheveux mouillés. Son collègue, lui, est plus assuré, voire catégorique. Moi, j'ai eu une impression tout de suite. Je me suis dit, ce mec, il s'est douché. L'accusation veut y croire. Leur témoignage
paraissait sincère, paraissait s'exprimer avec beaucoup de sincérité. Et donc, voilà, j'en tenais compte. Ce qui leur sort, de toute façon, c'est que effectivement, les deux gendarmes ont dit, voilà, notre impression, c'est que lorsque nous sommes arrivés, ils venaient de prendre une douche. La présidente bouscule les gendarmes. Pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps pour faire ces révélations ? C'est un sentiment de malaise. Pourquoi ? Parce que depuis le début, nous affirmons que cette enquête par la gendarmerie locale a été bâclée, qu'elle n'a pas été menée avec un grand professionnalisme, et que 14 ans après, on vient nous dire qu'on a vu que Jean-Louis Muller avait les cheveux mouillés. On a un sentiment d'énorme gâchis. Alors là, le coup des deux gendarmes qui, tout d'un coup, 14 ans après, retrouvent une mémoire qu'ils avaient perdue. Et alors là, bien sûr, il n'y a personne qui a rien compris. Et je crois que la presse en premier, hein, et nous non plus. On s'était dit, tiens, ça... Alors là, on était vraiment ébahis parce que ça semblait tellement en gros. Maître, ces deux gendarmes qui affirment avoir vu Muller avec les cheveux mouillés, c'est quand même un sacré rebondissement. C'est surtout une sacrée tricherie. Enfin, vous imaginez, un instant, on imagine la thèse de l'accusation. Muller, il est maculé de sang, il va prendre sa douche. D'abord, il a le temps 1000 fois de se sécher, et il va dire aux gendarmes, j'étais plein de sang. Mais plein de sang comment ? Puisqu'il a toujours dit qu'il n'était pas rentré dans la pièce. On ne peut pas tout vouloir dans un dossier. Et ça arrive 14 ans après. Personne n'y a cru. La mort est estimée grosso modo à 20h50, 21h. Il appelle les gendarmes à 21h24, donc il a tout à fait le temps d'avoir pris une douche quand même. Non, madame. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Non, madame. La mort n'est pas estimée à l'heure que vous dites. Non, non. C'est lui qui la donne. Non, non, mais attendez. On va 2 secondes se remettre dans le contexte. Il regarde donc la télé. Il donne l'heure de début du film. D'abord, il se trompe, et déjà, il y a quelques 5 ou 10 minutes de décalage. Deuxièmement, quand vous dites... je regarde un film depuis 10 minutes. C'est 10 minutes, c'est 9, c'est 15. Voilà, on est dans l'incertitude la plus totale. Il entend un bruit, il descend, constate que sa femme est morte, il appelle... mais il constate sans s'approcher quand même. Non, mais enfin, d'accord. Écoutez, ça se voit quand même, elle a le crâne explosé. On peut difficilement concevoir qu'elle soit encore en vie. Il prend le chien, il le met de côté pour pas qu'il aille là, dans cette pièce qui est ensanglantée. Il appelle un médecin, il appelle les gendarmes. Qu'est-ce qu'il devait faire d'autre? C'est quoi la bonne attitude? S'il s'approche, on dit « Ah, il est allé maquiller le crime ». S'il ne s'approche pas, il aurait dû s'approcher. Vous savez que l'accusation se nourrit toujours de tout. Vient la plaidoirie. Qu'est-ce que vous dites? En relisant le dossier, on découvre qu'il y a du sang à l'intérieur de la manche. Et beaucoup plus de sang à l'intérieur de la manche que partout ailleurs. De la manche droite. De la manche droite de la défunte. Cette trace et ces traces dans la manche, à cet endroit précis, est pour moi la démonstration absolue de ce qu'il s'agit d'un geste suicidaire. Le procès Muller se termine devant la cour d'assises à Nancy. Inter 13, Claire Servagent. La cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle va-t-elle faire comme les 2 précédentes cours d'assises? Après 8 jours de procès, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé ce soir-là, à part ce coup de fil passé aux gendarmes à 21h24, annonçant la mort de Brigitte Muller. Tout le monde attend le verdict. Plusieurs heures. On ne sait jamais. Le doute, on le dit, bénéficie toujours à l'accusé. Mais Maître Vial et moi-même sommes parfaitement sereins au moment où je vous parle. On attend, puis dans votre tête, vous vous imaginez tout et n'importe quoi. À 18h, la présidente, ses 2 assesseurs et les 9 jurés font leur entrée dans le prétoire.
À la question, est-ce que le docteur Muller est-il coupable ou non coupable, nous avons décidé non coupable. Non coupable. Après 2 condamnations, Jean-Louis Muller est acquitté. Stupéfaction, incompréhension. J'ai pas envie de dire colère, mais presque. Voilà. C'est un moment particulièrement, comment dire, difficile quand même. Difficile d'un point de vue de tension, d'un point de vue... vous vous dites, ça y est, maintenant vous allez pouvoir aller dans le bon sens. J'ai croisé un homme formidable qui s'appelle Éric Dupond-Moretti. Et je crois qu'on lui doit ça. J'affirme que Jean-Louis Muller est totalement innocent du crime qu'on lui a reproché. Et justice lui a été rendue. Merci. Cette fois, l'accusation n'a pas été entendue. Si j'ai requis, c'est que j'avais une conviction. Voilà. Mais je tiens à le dire, hein, je sais que cette conviction n'a pas été partagée et je sais que la décision a force de vérité légale. Comment voulez-vous expliquer à la maman de Brigitte, qui a plus de 80 ans, comment voulez-vous expliquer que sa fille se soit suicidée et que finalement, après 2 condamnations prononcées, un acquittement en bout de course? C'est pas possible. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui à la maman de Brigitte. Maître Vial, un mot sur ce dernier verdict, celui de l'acquittement? Vous savez, mes clients n'ont jamais été animés par le moindre sentiment de vengeance. Ce que mes clients voulaient absolument connaître, c'était la vérité. Et bien après, ils se sont trouvés confrontés aux affres des aléas d'une procédure qui a duré 14 ans. Monsieur Oudy en est mort. Et Madame Oudy, au moment où je vous parle, eh bien, elle ne comprend toujours pas. Et moi, je ne veux pas aujourd'hui mêler les enfants qui n'ont été que trop à l'épilogue de cette affaire. Je souhaite pour l'un comme pour l'autre qu'ils puissent mener une vie sereine et que ce soit ancré dans leur esprit la certitude absolue que leur père est innocent. Je leur souhaite véritablement, parce que sinon ce ne sera pas une vie. Donc c'est le message, si j'en avais à transmettre, vivez avec cette idée que votre père est innocent. Après 14 années de procédure, le docteur Muller est définitivement innocent de la mort de son épouse. La vérité judiciaire, c'est que Brigitte Muller s'est suicidée.